Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de Limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Julie. Salut. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, sachez que Julie vient de mettre une brioche au four et c'est très représentatif de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est vrai, on rentre dans le vif du sujet directement. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Julie, j'ai 31 ans, sachant que j'ai fêté seulement cette année mes 30 ans, donc dans mon esprit, je suis en décalage d'un an. Pourquoi tu les as Euh, fêtés que cette année? il y a une autre brioche qui est sortie du four. J'ai accouché le 7 décembre et je suis du 28 janvier. J'étais pas hyper disponible pour fêter mes 30 ans. Donc ils ont été fêtés cette année en mars avec plus d'un an de retard. Eh ben, Mais c'est bon, bien, t'es 30 ans un an après, c'est parfait. je suis une ancienne auditrice financière. Je suis en reconversion depuis mai. Je viens de terminer un stage en pâtisserie et je m'apprête à lancer mon activité de chef à domicile pour les mamans en postpartum. Ouais, génial. Ouais, très Ok. contente. Est-ce que t'as toujours su que tu voulais faire de la pâtisserie? Alors mon stage était en pâtisserie, mais le lancement de l'activité, ça sera vraiment plus côté cuisine, pour Ok. cuisiner chez les mamans, préparer des plats pour adoucir le postpartum. Et oui, la cuisine, ça a toujours été un peu au fond quelque part dans mon esprit. Bon, j'ai un parcours scolaire de bonne de bonne élève Mm. et très jeune, j'ai envisagé la cuisine et on m'a dit oh mais t'es une bonne élève, fais des études et puis après au pire tu te reconvertis, tu verras plus tard, tu changes de voie. C'est pas si facile dans mon esprit de petite élève de troisième, ça semblait être une bonne idée, mais c'est pas si évident que ça Mm. dans les faits. Qu'est-ce qui est difficile justement de changer de voie? Ben déjà potentiellement accepter qu'on s'est trompé, hein, parce que c'est un peu ça que ça veut dire, sans dire que c'était une erreur, mais que c'était pas le chemin qui nous convenait le mieux. Et sortir de sa zone de confort parce qu'on a tout construit, on a construit une identité autour de ça, de faire des choix raisonnables. En tout cas pour ma part, j'avais construit toute une identité de personne raisonnée. Je faisais de l'audit financier, donc c'est quand même l'analyse et la maîtrise des risques à la base. Donc changer de voie, partir du salariat pour l'entrepreneuriat, passer d'une carrière dans la finance à une carrière dans la restauration. Bon, en termes de risque, on est quand même pas mal. Donc ouais, pour tout ça, c'est pas évident. Et Mm. j'ai longtemps été tiraillée parce que j'ai envisagé, je m'étais mise en temps partiel avant l'arrivée de ma fille pour essayer de lancer quelque chose à côté, de lancer une activité où je faisais un peu de vente à emporter, parce que j'ai préparé mon CAP cuisine en candidat libre. Du Ok. coup, je faisais un peu de vente à emporter pour mes entraînements, tout simplement. Donc j'avais déjà essayé ça, mais enfin voilà, c'était tâtonnant, quoi. C'était très prudent, Mm. du 80, enfin j'étais à 80%, je faisais ça à côté. Et mais bah c'était pas suffisant. Ouais. Tu sais ce que tu racontes, ça me fait penser. Je suis en train de lire un livre que j'ai déjà lu, mais je sais qu'il est pour moi hyper important. Enfin, dans ma vie, en tout cas, il était très important et là, j'avais envie de le relire. En anglais, il s'appelle Untamed, qui veut dire indompté. Ok. Et en gros, l'histoire de l'autrice, c'est que elle était mariée, trois enfants, très catholique, etc. Et un jour, elle tombe amoureuse d'une femme. Ah Et ça remet tout en cause, quoi. Et ça, oui. c'est la vraie biographie de l'autrice. Et donc, dans son livre Untamed, elle explique
Elle a eu un premier déclic quand elle a vu, elle est allée au zoo, enfin dans un parc animalier quoi, et elle voit cette panthère qui est dans une cage, et il y a un enfant qui demande si la panthère elle est heureuse dans la cage, quoi. Et le soignant animalier explique qu'elle est née ici, donc de toute façon elle ne connaît rien d'autre, que Ouais. elle est bien nourrie, bien gérée, etc. Et puis donc il y a le spectacle avec la panthère, et la panthère ensuite est emmenée ailleurs. L'enfant voit la panthère dans la cage qui rôde un peu et qui regarde de loin. Et l'autrice, elle dit, je croise le regard de cette panthère et je vois qu'elle sait au fond d'elle qu'elle n'est pas du tout à sa place. Elle a eu beau pas le connaître, elle sait que c'est en tout cas pas ça qu'elle veut. Et je trouve que tu me racontes, moi c'est un peu ce que j'ai vécu, tu sais, avec ma reconversion aussi. Il y a vraiment ce truc de, je suis pas encore sûre de ce que je veux, mais je sais ce que je veux plus. Et ça fait peur. Oui, toi, tu le sens, mais ce qui t'intéresse, c'est l'inconnu, quelque chose que t'as jamais vu, jamais expérimenté. Donc, Mm. ouais, C'est le pouvoir de team, l'imagination. Mais team panthère. c'est dur. Ouais, exactement. Je trouve que c'est vraiment un beau livre. Vraiment, je le recommande. Je trouve ça très fort. Ah, je pense que je le lirai. Je le rajoute sur Ouais. ma to en tout cas. Et Et puis, donc, il a comme elle a des enfants, elle explique aussi beaucoup comment elle veut amener ses enfants justement à garder ce côté sauvage et pas à se mettre dans des cases, etc. C'est assez intéressant. Bref, je ferme la parenthèse, je reviens sur ce que tu disais. T'as passé ton CAP en candidat cuisine, libre encore quand du libre, t'étais, ouais. quand t'étais enceinte? Non, Ah, c'était avant d'être enceinte, ok. post-Covid. Hmm, Je me suis mariée juste avant le Covid, en fait, ok. février 2020, le Ouais. 29 février 2020, donc vraiment 15 jours avant le Bon confinement. timing. Et je suis passée vraiment d'une phase où j'étais complètement concentrée, j'organisais plein de choses, très très stimulée, à ben le confinement où tout est quand même ralenti. Gros questionnement sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui a toujours été là un peu en fond, mais je trouve que le confinement a vraiment généré une grosse réflexion sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Tout était ralenti, donc je trouve qu'on était plus seul avec nos pensées. Et c'était un peu plus difficile de regarder ailleurs et de se laisser emporter par les routines quotidiennes. Donc toujours, enfin j'avais toujours cette idée de cuisine dans un coin de ma tête, donc je me suis lancée sur le projet de passer le CAP cuisine en candidat libre. J'ai préparé sur un an toute seule, en faisant goûter autour de moi parce que bon bah voilà, les entraînements étaient quand même très soutenus. Le programme est quand même costaud. Il y a pas mal de choses à faire. Donc au bout d'un moment, je pouvais pas manger tout seul ce que je faisais. Et donc j'ai commencé à proposer autour de moi juste de prendre en charge bah, les matières premières quoi, que ça allège un peu le coût. Et donc ça s'est mis en place comme ça. J'ai proposé aux voisins un peu plus loin dans la rue. J'ai mis des petites affiches pour expliquer ce que je faisais. Et j'ai passé le CAP cuisine. Une fois que j'ai passé le CAP cuisine, j'ai tenté de faire ça, donc ce que je disais, à temps partiel, Hmm, 80%. Et entre-temps, bah, Sybille est arrivée. Je hmm. suis tombée enceinte, donc j'ai arrêté ça. Et j'ai accouché. Et là, bon bah, bouleversement, bouleversement général, complet. Grosse remise en question, mais imposée, quoi. Je pense que pendant longtemps, je faisais un peu taire ce que j'avais au fond de moi, dans mon esprit. Et là, bah, c'est plus possible, quoi. C'était Hmm. devenu impossible de continuer comme avant. T'arrives à expliquer pourquoi justement c'est l'arrivée de ta fille qui a déclenché ça? Bah, j'ai fait comment on peut dire ça, pour l'arrivée de ma fille, j'avais vraiment mis plein de choses en place. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très, enfin voilà, la sécurité, le contrôle, l'organisation, c'était, c'est très important pour moi. Et donc, l'arrivée de ma fille, je l'ai un peu gérée comme ça. Tout était très organisé, très planifié. On avait mis plein de choses en place. Le papa avait prévu un congé parental de 6 mois à 100% pour qu'on soit Ok. vraiment à trois pour les premiers mois de ma fille. J'avais prévu d'allaiter. J'avais demandé le télétravail à 100% pour être sûr que l'allaitement se passe bien, pour que la reprise du travail se passe bien. On avait un projet d'accouchement à domicile aussi. On s'était voilà, vraiment renseigné à fond sur l'accouchement, sur la parentalité, sur la question du genre aussi, c'était très important pour nous. Donc tout était vraiment très
très cadré. Même en cuisine, en fait, le congélateur était plein. Enfin, voilà. On était très organisé, très préparé. Donc, je pensais que tout allait très bien se passer. Eh bien non, l'arrivée de l'enfant et le contrôle, c'est pas tout à fait compatible. Donc le projet d'accouchement à domicile n'a pas pu se faire. Donc ça a été une première claque. Mm. Les premiers mois se sont bien passés, malgré, enfin, je me sentais pas fatiguée, j'avais l'impression que tout se passait bien. Et ça a commencé à se dégrader autour de 2, 3 mois. Grosse angoisse, enfin, de T'avais plus en repris le plus. boulot à ce moment-là? Non, pas encore. J'avais décalé mon congé maternité le plus possible. Ouais. Ok. J'ai vraiment eu une grossesse impeccable, donc j'ai pu décaler 2, 3 semaines, donc j'avais ces 3 semaines-là. Plus j'avais des congés, donc j'ai repris vers 3 mois et demi. D'accord. Mais déjà autour de 2, 3 mois, ça commençait à être difficile mentalement. J'avais vraiment des angoisses énormes. Ça devenait vraiment très difficile à vivre. C'était très fatigant. Ça occupait énormément de place mentalement. J'avais des pensées qui venaient, que je maîtrisais pas. Enfin, ça commençait à devenir très difficile. Mm. Et le travail, c'était vraiment, ça a été la goutte d'eau, en fait. J'ai repris, c'était prévu que je reprenne 2 semaines. J'avais des congés encore, donc je faisais des semaines hachées, 3 jours, 3 jours par semaine. Et au début de la deuxième semaine, vraiment le mardi, j'avais un rendez-vous prévu chez le médecin. Et j'arrive dans le cabinet, vraiment, elle me pose la question, ça va? Je connais pas d'autre réponse que oui, ça va à cette question-là, en tout cas à ce moment-là. Et bah, je réponds oui, et au bout de 2 minutes, enfin, je me mets à pleurer et je pleure tout le rendez-vous, en fait. Mm. J'arrivais plus à gérer le travail, j'étais vraiment dépassée pour des choses où j'arrivais à gérer complètement avant. La moindre demande me paraissait insurmontable. Tous les soirs en arrêtant le travail, alors que j'étais en télétravail, donc enfin, j'étais pas séparée de ma fille non plus, mais juste le fait qu'elle soit à l'étage, de pas la voir, c'était insupportable. Ouais. Je pleurais tous les soirs, et même le quotidien, c'était devenu ingérable. J'arrivais plus à faire ma vaisselle. Enfin, laver 2 assiettes, 4 couverts, ça me prenait 20 minutes. Je pleurais entre-temps. Enfin, vraiment, ça n'allait pas, quoi. J'étais en Mm. détresse incroyable. C'est vraiment ça, c'est l'arrivée de ma fille, le fait de voir tout ce que je contrôlais pas, c'était devenu très très difficile, et de en plus faire quelque chose qui me plaisait pas au fond, profondément. Enfin, ça a été insupportable. Donc Mm. j'ai été en arrêt, j'ai repris en temps partiel très doucement en augmentant. J'ai suivi une thérapie aussi enfin, vraiment cet arrêt à ce moment-là et la thérapie, ça m'a sauvée, quoi. C'était le bon moment. J'allais Ouais. vraiment pas dans le bon sens, en fait. C'était de pire en pire. Et donc j'entame cette thérapie, et c'est ça qui me fait poser les bonnes questions et qui me dit faut changer quelque chose, en fait. Tu tiens plus, il faut absolument que ça change maintenant. Mm. Il y avait vraiment ce sentiment d'urgence de prendre une décision et de reprendre le contrôle un peu de la situation. C'est vraiment Ouais. toujours ce truc de contrôle, mais je sentais que je maîtrisais plus rien, et je me suis dit il faut vraiment que je recommence à maîtriser quelque chose, quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est intéressant aussi ce que tu dis que tu avais besoin de... Enfin, en gros, que la thérapie t'a aussi aidé à faire des changements. Parce que Ouais, souvent, on dit que, ben oui, quand on a des symptômes dépressifs, bah, il faut traverser ça, il faut... Enfin, ça va pas changer du jour au lendemain. Et pour ouais, autant, je trouve que bah, si on change rien dans le quotidien va pas changer, en fait. Et ça peut être des tout petits changements. Et comme tu dis, parfois, dans ces situations, il suffit juste, entre gros guillemets, de reprendre le contrôle sur une chose. ouais. Juste pour, en gros, remettre le pied par terre et se dire, OK, c'est bon, j'ai pris une petite respiration là, Oui, ça c'est va aller ça. mieux et puis un jour à la fois et ça peut être très long, mais Moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé à recommencer à être dans l'action, en fait. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là, parce que les angoisses gagnaient du terrain, en fait. C'était de plus en plus, je faisais de moins en moins de choses parce que bah, j'avais peur, mais j'ai pas une peur de allez, ça va, je surmonte et ça va aller, une peur paralysante, vraiment. Et j'avais beau
essayer de lutter contre ça, je continuais d'avoir peur. Enfin, j'ai pas donné le bain de ma fille avant hyper longtemps. Descendre les escaliers, c'était l'horreur. J'ai arrêté de le faire. Enfin, je mettais des choses en place sans même m'en rendre compte. Je mettais des choses en place pour complètement éviter les situations qui étaient stressantes parce que j'y arrivais plus en fait. C'était trop dur de gérer au quotidien toutes ces angoisses. Et je faisais de moins en moins je faisais de moins en moins de choses en fait. Et ouais, on était vraiment dans cet engrenage-là. Et j'ai vraiment ce truc de la vaisselle, ça m'a marqué parce que il y a vraiment ce truc de c'est tellement simple et j'arrive pas à le faire. Ça a été un des plus gros déclics que j'ai eu ça et écouter un podcast où je me suis reconnue dans une histoire de dépression et ça me faisait tellement peur l'engrenage parce que bon, c'est pas du jour au lendemain dans ma tête, c'était un peu ça, c'est du jour au lendemain, ça arrive et moi ça pouvait pas m'arriver parce que j'avais mis tellement de choses en place pour pas que ça m'arrive. C'était pas possible que ça m'arrive à moi. Et et donc ça s'installe et paf, t'arrives à un moment où tu dis ah. Et j'écoute ce podcast où la maman a continué, a pas vu les signes et où ça s'est aggravé. Et je me suis dit mais en fait c'est exactement ça qui se passe quoi. Mm. C'est en train de prendre vraiment la mauvaise direction et ça m'a inquiétée. Vraiment et cette fois j'ai eu peur mais de ça en fait du fait Mm. de pas aller bien et du fait que ça pouvait être encore pire que ça. Ouais. C'est Est-ce qu'à l'époque, ton médecin ou ta thérapeute ont posé le mot ou ton thérapeute d'ailleurs, ont posé le mot de dépression? mon médecin, oui. C'est ma médecin, la première, même si je sentais que ça allait pas bien, le terme de dépression, de toute façon, j'ai toujours du mal à l'utiliser. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas, que ça me correspondait pas parce que je cochais pas toutes les Mm. petites cases. C'est mon médecin moi, je disais, j'y arrive pas, c'est difficile, j'ai du mal. Donc, même le fait d'aller voir quelqu'un, je l'avais fait parce que, ben, ça n'allait pas. C'est mon médecin qui a vraiment, mis les termes de troubles anxieux, dépressifs. Mm. Et la première fois que je vais la voir, je suis complètement dans le déni. Elle m'arrête, je sais que ça me fait du bien, mais elle m'arrête pour 15 jours. Et moi, dans ma tête, 15 jours, c'était bon. Et je retourne la voir 15 jours plus tard, et elle me remet 15 jours. Là, je bloque et je dis, bah, je m'attendais pas à ça. Elle me dit, mais vous vouliez quoi? Vous attendiez à quoi? Je sais pas. J'ai mis du temps à accepter, en fait, de dire que, bah oui, c'était légitime que cet arrêt soit là, qu'il soit maintenu, qu'il soit prolongé. Et c'est pareil, j'ai mis du temps à dire, ben, ça va, Hmm, Ouais. pas trop, ça va pas du tout, Ouais. pas trop. Mais en fait, on pose tellement naturellement la question «Salut, ça va?» Oui, oui. que en général, on n'est pas prêt à entendre la vraie réponse. Tu sais, moi, je Oui, me c'est fais ça. souvent la... Maintenant, vraiment, j'essaie de faire l'effort quand je Oui, croise quelqu'un, de pas dire «ça va» si j'ai oui, pas le temps pareil. d'écouter la réponse. Parce que Oui, j'ai été un peu dans ton cas et je trouvais ça très dur quand on me demandait ça va et que j'avais très envie de dire alors ça va pas du tout, je vais te faire la liste de tout ce qui va pas, sauf que la personne est en train de faire autre chose, à moi enfin, n'écoute pas trop et elle n'est pas du tout prête à recevoir ça quoi. Donc oui. c'est ouais. Ce qui est ok, hein, Oui enfin, oui, je pense complètement. qu'on puisse ne pas être prêt. Mais c'est vrai Complètement. que quand je me sens prête, j'essaye de déjà pas dire ça va, de le formuler autrement. Mm. Comment tu te sens vraiment, et vraiment quand je suis prête et que je sens qu'il y a quelque chose, de dire ben c'est ok de pas répondre juste oui ça va. Mm. C'est quoi la vraie réponse? Ouais. Mais ouais, c'est pas c'est pas évident. Comment ton mari il a vécu cette période-là? Il a pas du tout pris la mesure de ce qui allait pas parce que avant d'aller voir le médecin, avant d'entamer la thérapie, j'essayais de lui parler, enfin des choses, parce qu'il y avait vraiment des choses qui étaient difficiles au quotidien et je crois que j'espérais un peu qu'il me dise bah prends rendez-vous, va voir quelqu'un. Je crois que j'avais un peu ce besoin de là que quelqu'un me prenne le lead, prenne soin de moi. Et non, il n'y a pas été, en tout cas dans l'anticipation, il était pas présent. Je lui parlais de choses qui pour moi étaient, enfin en tout cas qui me marquaient. Prenais la voiture, j'avais vraiment des flashs de moi qui rentrais dans des camions. Enfin c'était horrible et c'était vraiment très difficile à vivre et je pense qu'il prenait pas la mesure de tout ça. Après, pendant l'arrêt, il a été plus aidant parce que j'avais vraiment ce sentiment de pas être,
bah de pas mériter cet arrêt maladie. Enfin, je sais pas si on le mérite, mais en tout cas de pas justifier d'être en arrêt maladie, de pas vraiment être malade. Faut dire que je trouve que dans notre entourage, enfin en tout cas dans mon entourage et même plus largement, je pense que bah les arrêts maladie pour ces motifs-là, pour la dépression postpartum, pour le burn-out, je pense que c'est vraiment très 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 mal vu. Les gens pensent que c'est de la complaisance ou en tout cas on a eu ce discours dans notre entourage, ça n'a pas aidé non plus à me dire bah si si c'est Ah oui, bon. ouais. Et lui, par contre, était vraiment là à dire, bah si. Et j'avais vraiment besoin de l'entendre. Et Mm. ça, il a été vraiment un soutien hyper important. Je pense qu'il se rendait pas compte parce que sans le vivre et sans s'être renseigné, c'est compliqué de prendre la mesure de ce qui se passe. Et en tout cas, quand je le vivais, moi, j'avais pas les mots. C'était très difficile de poser les mots sur ce que je vivais en fait. Je crois qu'aujourd'hui encore, je pèse mes mots, Mm. j'ai du mal à utiliser les mots un peu forts et ce qui me fait le plus peur, c'est de retourner ça plusieurs fois, j'en ai déjà parlé et à chaque fois qu'il y a un coup de moins bien, il y a vraiment cette peur immense de retourner à la case départ en Mm. fait et d'être de nouveau à ce point-là mal quoi. Mm. Mais Bah, c'est vrai que c'est souvent les montagnes russes et un jour tout va bien et on se dit youpi c'est fini et puis un jour ça va pas bien et voilà on se dit oh non j'ai pas envie de retomber. L'avantage c'est que t'es passé par là donc peut-être que tu sauras aussi plus vite actionner les leviers si tu sens que en fait ça fait 3 jours que ça va pas parce que qu'on ait des jours où ça aille pas je veux dire c'est enfin en postpartum ou pas c'est normal oui, quoi. oui, oui. Mais effectivement je trouve que quand on a vécu ça on est un peu plus alerte aux signaux et ça vaut le coup de se dire, attends, là, ça fait 3 jours que ça va pas trop. Je pense que je vais appeler ma psy pour Ouais. juste être sûre que c'est juste une petite phase et que c'est pas, je vais pas retomber quoi. Et tu sais, ce que tu disais sur l'entourage et sur le fait que c'est un peu mal vu globalement d'être en arrêt pour ça. Je crois qu'il y a un vrai sujet sur la santé mentale quand même en France, hein. Enfin, c'est encore, je trouve tellement tabou de dire qu'on va voir un psy, de dire qu'on est en thérapie, de dire qu'on va pas bien. Et il y a tellement d'autant plus sur la maternité, je trouve, cette injonction à dire, attends, t'as un Le mari, une bonheur. maison, un bébé, tu l'as voulu, t'es pas heureuse, quoi. Je suis vraiment hyper touchée que tu nous partages tout ça, parce que je pense que c'est en partageant ce genre de récit que les mentalités vont changer petit à petit, quoi. Qu'il y a peut-être qu'on va oser un peu plus dire quand ça va pas et oser être vulnérable, parce que, comme tu l'as très bien dit, à ce moment-là, tu avais besoin qu'on prenne soin de toi. Ouais. Et je trouve que quand on est une femme enceinte, tout le monde prend hyper soin de nous, voilà, De c'est très, on est l'attention. prioritaire partout et tout. Et alors, de la seconde où on a accouché, on est évincé, quoi. Et on doit être bien et aller bien et se sacrifier pour notre enfant. Et la réalité, c'est pas ça. Je pense c'est vraiment cette injonction au bonheur maternel qui a joué énormément, en tout cas pour moi, dans le fait de reconnaître que ça n'allait pas et que j'avais besoin d'aide. C'est que, objectivement, tout allait bien. Mm. J'ai eu un accouchement qui était certes pas ce que j'attendais, qui, moi, m'a traumatisé, hein, c'est vraiment Mm. le mot. Mais qui, objectivement, voilà, j'avais pas eu de problème de santé, c'était une voix basse, il y a, tout s'est bien passé physiquement, donc ben, l'important c'est que vous alliez bien. L'important c'est qu'on aille bien physiquement et mentalement. Physiquement tout va bien, mentalement c'est une autre affaire. Ouais. Donc l'accouchement s'est bien passé physiquement. Le papa était là pendant 6 mois, ce qui est une chance incroyable que la plupart des femmes n'ont pas. Ce qui est personnellement à tort, je trouve. Enfin, Mm. je suis consciente de notre chance. On a mis plein de choses en place pour y arriver, mais c'était super. Sibylle allait bien. Enfin, Mm. objectivement, tout allait bien, et pourtant ça n'allait pas. C'est vraiment très difficile d'accepter ça en fait, Mm. de se dire, bah, un peu. Je suis pas consciente de la chance que j'ai en fait. Tout va bien et en plus, je me prends le luxe de râler. Enfin, non. Et c'était pas ça du tout. Et Non, comme c'est difficile, ça a été difficile à accepter, je pense. le postpartum, c'est une période avec plein de petits deuils presque. Tu sais, un peu tout ce qu'on avait imaginé faire et à commencer par l'accouchement, en fait. Tu vois, comme tu dis, toi, tu t'étais préparé pour un accouchement à domicile et ça s'est pas passé comme ça. Et même si, comme tu dis, sur le papier, ça s'est très bien passé, bah toi, c'est pas ce que tu avais prévu. Donc, ton bébé vient à peine d'arriver et t'es déjà juste en train
de faire le deuil de, ok, son arrivée déjà, ça s'est pas passé comme on voulait. Et puis après, il y a effectivement le quotidien. J'avais imaginé que je serais une mère comme ça, en fait, pas du tout. Et ça peut être source d'angoisse, de stress, d'acceptation. Et il faut tout faire en même temps. Et on est humaine, donc au bout d'un moment, on n'y arrive pas forcément, quoi. Et je trouve on nous prépare pas à ça. On n'est pas du tout préparé. Alors on te prépare à accoucher, alors que bon, enfin bien sûr il faut le faire, il faut une préparation à l'accouchement, mais les animaux n'ont pas de préparation à l'accouchement, tout se passe très bien. Enfin, le corps normalement sait faire. Et par contre, devenir parent, ben non, là, il n'y a pas besoin. Mm. Ah, si, puis te prévenir que ça peut être difficile, c'est ok. Ben non, faut faire le travail en fait. Faut être renseigné soi-même, faut être proactif. La santé mentale, bah oui, c'est pareil quoi, c'est catastrophique. Il y a personne qui est là pour s'assurer que tout va bien. Enfin, c'est très difficile de devenir parent. Et tout le monde fait comme si non, c'est C'est hyper simple, tout le c'est monde a les hyper simple, clés. c'est inné. Je comprends pas. Je comprends pas le problème. Quand on devient parent, on devient parent, mais sur tout le reste, on doit faire comme si rien n'avait changé. Donc c'est aussi ça, je trouve, Oui, qui est difficile de jongler entre tout ça. surtout pour les femmes, les Oui, injonctions. Faut, faut être une maman, mais bon, faut rester une femme, faut avoir une vie active, faut être présent pour son mari, alors que t'as pas de temps pour toi. exact. Quand tu étais dans ces mois sombres, est-ce que tu arrivais à envisager la suite de ce que tu avais déjà mis en place par rapport à ton CAP, à la vente à emporter que tu avais fait, etc. C'est vraiment la thérapie la thérapie et mon mari qui m'ont aidé à voir clair. Avant la thérapie, bon bah de toute façon j'étais dans un trou, donc je voyais pas de futur en fait. Hein. Demain déjà c'était loin, c'était vraiment j'avançais heure par heure. On était vraiment, je voyais pas plus loin que ça. Et donc, ce qui a contribué aussi à continuer les angoisses, de se sentir complètement coincé. La thérapie, ça m'a aidé à revoir, à envisager l'avenir. Vraiment ce truc de se remettre en action, en fait, de dire, c'est pas possible de rester comme ça. Donc, ça m'a permis de voir un peu plus loin. Et mon mari m'a aidé aussi à mettre clair dans, ça moulinait, en fait. Ça, c'était un des gros soucis que j'avais à ce moment-là, c'est que mon cerveau était sollicité non-stop. Pas, et quand c'était pas, ma fille qui avait des besoins, c'était vraiment juste les angoisses qui revenaient, ressasser l'avenir, qu'est-ce que je dois faire et j'avais vraiment ce sentiment de absolument devoir prendre une décision. Et c'est effectivement là que la cuisine est revenue parce que c'est ce qui m'apporte de la joie en fait et c'était hyper important de remettre de la joie dans ce quotidien et de savoir qu'est-ce que je vais faire de ça et le projet a mûri vraiment très rapidement parce qu'il y avait d'un côté la cuisine et il me manquait quelque chose, il me manquait du sens vraiment définir plus ce projet et de l'autre côté il y avait ce que je vivais ce contre lequel j'essayais de me battre un peu de vouloir faire donner du sens aussi à tout ça en fait de pas être passé à travers ça pour rien et donc l'idée de d'apporter ma cuisine pour les mamans en postpartum pour les aider les soulager les réconforter cette période difficile que j'avais vécue, essayer de voilà aider les mamans à alléger cette période. Le projet est venu vraiment très rapidement. Ça a pris forme très rapidement, ce qui a pris du temps et pas tant que ça finalement parce que là on est à un peu plus d'un an de tout ça et tout est bien tout est bien défini, tout est en place. C'était définir plus les contours de ce projet. Comment arriver à mettre ça en place. C'est beau, je trouve que tu as transformé tout ça en quelque chose d'hyper positif et de joie. Et moi, je te vois, tu es sous mes yeux et je vois ton visage qui s'illumine quand tu parles de la cuisine. C'est très chouette de voir ça. Ça me met les Ouais. larmes aux yeux, tu vois, de te voir comme ça. C'est chouette parce qu'en plus d'apporter la cuisine, enfin ta cuisine à des mamans en postpartum, tu vas apporter ta présence.
Je trouve que Oui, c'est aussi super dur quand on est en postpartum, on se retrouve presque seul avec notre bébé. Et parfois, juste d'avoir l'arrivée, mais même 3 minutes de quelqu'un d'autre dans notre maison, ça redonne un élan à la journée, quoi, presque un sens à la journée, quoi. c'est un élément important de mon projet et c'est pour ça que c'est pas juste de la livraison de repas. L'idée, c'est vraiment d'aller au domicile, de prendre une grosse séance pour cuisiner les repas de la semaine. Donc oui, il y a l'aspect nutrition, l'aspect manger quelque chose de bon, mais il y a aussi cet aspect présence qui ouais, comme tu disais, quand toi t'es toute seule avec ton bébé, que ton mari vient de reprendre, que t'as pas le temps de te doucher, bah avoir quelqu'un qui est là et qui prend soin de toi, bah je pense que C'est c'est génial. hyper important. Ah ouais, je pense que c'est le meilleur cadeau de naissance qu'on puisse faire à Oui. une femme qui vient d'accoucher. Et donc aujourd'hui, où t'en es de ton projet? J'ai arrêté mon emploi salarié depuis mai. J'ai tout de suite enchaîné avec une période de stage en pâtisserie parce que j'ai envie de passer mon CAP pâtisserie aussi. Et donc là, à partir de septembre, je vais créer mon entreprise. Pour l'instant, je suis au chômage parce que j'avais fait un dossier de démission reconversion parce que bon, ben voilà, je ne suis pas une tête brûlée et que je suis pas partie comme ça. Mais donc j'ai monté tout un dossier de d'émission reconversion pour montrer que j'avais un projet sérieux et pour pouvoir bénéficier du chômage même si la démission est à mon initiative. Il y a des critères à remplir et j'arrivais. Il faut notamment 5 ans d'ancienneté par contre. Enfin pas 5 ans d'ancienneté, 5 ans d'activité non interrompue. Donc il faut vraiment que les périodes salariées s'enchaînent. Et j'y arrivais tout juste en avril, en fait. J'étais à mes 5 ans en avril. Parce qu'entre mes deux emplois, il y a eu 10 jours de pause et ça ne Ah, fonctionne pas. oh, Ça fait partie de ce qui me conforte. Alors, c'est pas vraiment des signes, mais je me dis, tout se met en place de manière assez fluide. Donc, ça me conforte un peu. Il y a des petits couacs, il y a des petites choses qui font se questionner en cours de route, mais ouais, tout est quand même assez fluide depuis du moment où j'ai pris la décision de me lancer avec ben là on est aux portes du lancement officiel. hmm. Ouais, c'est clair. Et donc en septembre, tu crées ton entreprise et dans la foulée, tu peux commencer à aller cuisiner chez les mamans. Oui, c'est ça. Je me créerai tout de suite en auto-entreprise pour Ok. vraiment faciliter les démarches le plus possible. L'idée, c'est juste, ben, moi, je vais chez les gens, je cuisine avec le matériel à disposition. Je ramène mon petit matériel à moi, mais donc voilà, c'est fait pour entamer dès que possible l'activité. Et ouais, j'ai pas mal d'idées pour la suite, notamment m'a proposer des pâtisseries, peut-être proposer de la livraison de repas pour ceux qui sont intéressés juste par l'aspect repas, mais pas pour l'aspect batch cooking. Et voilà, l'idée c'est surtout de s'adresser aux mamans en postpartum immédiat. Dans mon esprit, c'est vraiment la première année de bébé parce que c'est là où il y a le plus de challenge, le plus d'étapes, le plus d'ajustements à faire. T'as tellement d'étapes, t'as le premier mois qui est incroyable, enfin c'est indescriptible tous les changements qui se mettent en place entre la fatigue, les hormones, la récupération de l'accouchement, on est vraiment sur une autre planète. Le premier mois, t'as la reprise du papa qui est un autre challenge. T'as la reprise du travail pour soi en tant que maman, qui est pas évidente. L'année est marquée par plein de petites étapes sur lesquelles je pense on a besoin d'être épaulé. Et donc tu es à Lille, et donc tu fais en région lilloise. C'est ça, sur la métropole lilloise. C'est vraiment un chouette projet et quand tu auras ouvert en septembre, tu me repartageras toutes les infos. Oui. C'est génial d'avoir ça. Comme tu viens de le dire très bien, la première année notamment du bébé, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et donc, je trouve que nous, en parallèle, on grandit aussi très vite. En tant que maman, on a plein de nouveaux défis auxquels on fait face. C'est quoi ton défi actuel en tant que maman? Alors, tu m'aurais posé la question il y a 2 mois, c'était différent. Comme quoi, ça évolue vraiment vite, même après la première année. Les nuits de Sibylle ont été compliquées pendant très longtemps, jusqu'à ces 16 mois. On avait vraiment quatre réveils par nuit, avec tété à chaque fois. Donc, Hmm. c'était fatigant. Et là, ben, on arrive tout doucement aux prémices du Terrible Two, donc c'est la phase d'opposition qui commence et c'est vraiment ça le plus gros défi du monde, c'est arriver à rester calme
Quand il y a des cris stridents qui arrivent parce que elle veut mettre son short elle-même, mais qu'elle met ses deux jambes dans le même trou, mais que si tu vas l'aider, bah ça va pas non plus parce qu'elle veut faire elle-même, c'est ingérable. Bienvenue dans ce Terrible tout. Pas à dire si c'est moi qui suis sensible aux cris parce que c'est mon bébé à moi, ou si vraiment les aigus c'est infernal. Mais j'ai toujours eu cette impression qu'elle criait plus fort que les autres bébés. Et alors que quand j'en parlais, on me disait non, bon non, pas tant que ça. Alors je sais pas si c'est de la politesse ou quoi, mais Moi, je pense qu'on a une sensibilité particulière aux cris de nos enfants. ouais, je pense aussi. Et parce qu'en fait, t'as la responsabilité de cet être humain, Oui. donc je pense que ça nous importe plus. Mais c'est ça qui est difficile parce que jusqu'à maintenant, enfin, ça commence à faire un petit un moment hein, qu'elle qu'elle commence à crier comme ça. Mais jusqu'à maintenant, c'était des cris parce qu'il y avait vraiment presque une urgence vitale en fait. Donc t'es habitué à répondre dans l'urgence, à être sous pression d'un coup. Et là, je me dis ouais, les hurlements pour le short, c'est vraiment. Ouais. Alors demain, ce sera parce que tu auras ouvert la banane dans le mauvais sens. Oui, bah oui. Oui, Mais ou ouvert le pot de yaourt et il fallait oui, pas. exactement, J'ai exactement. hâte. Pour eux, en fait, cette période qui est vraiment, je trouve, très difficile en tant que parent. Pour eux, c'est vraiment une phase qui est hyper importante. Et je trouve que ça recoupe bien avec ce qu'on disait au début, c'est que c'est le moment où elle apprend à s'affirmer. Et en fait, Oui, bien oui. sûr que je veux que mon enfant et que plus tard, en tant que femme, elle sache s'affirmer et dire ce qu'elle veut. Donc voilà. Donc c'est bien, mais c'est dur à vivre au quotidien parce que comme tu dis, il y a les cris, qu'on est fatigué, que pour nous, ça nous paraît évident qu'il faut pas mettre les deux jambes dans le même trou du short. Mais C'est eux, bah ils normal veulent. qu'après tu peux pas le remonter. Ah oui, exactement. Mais bon, eux, ils veulent faire tout seuls et c'est comme ça qu'ils apprennent aussi. Ça demande beaucoup de patience. C'est ce que j'essaye de répondre parce que quand je vois ça, j'essaye de l'aider calmement, mais c'est vrai que des personnes extérieures et d'un âge plus avancé qui n'ont pas eu les mêmes réflexes éducatifs que nous ont Je ne sais pas tendance de qui à tu dire parles. ah, elle fait des caprices, ah, Ah quelle ouais. râleuse. Et c'est vrai que j'essaye de dire, ben non, moi je préfère je préfère qu'elle s'affirme ou qu'elle râle parce qu'on l'embête ou quoi. Bah oui, oui, c'est une bonne chose. On a tellement appris aux filles à pas faire de vagues, et, rester dans le moule et c'est ça qui rend si difficile bah, des parcours comme le mien après d'essayer de s'affirmer, de se mettre sur le devant de la scène. Que non, j'essaye de dire, c'est important, c'est D'ailleurs, ça me fait important. penser, tu disais au début que donc tu avais été bonne élève et que donc on t'avait dit va d'abord faire des études qui valent le coup et puis tu feras de la cuisine plus tard quand ta lubie sera passée. En gros, quand tu as annoncé que tu changeais de voie et que tu partais en cuisine, ça a été quoi la réaction de ton entourage? Ça a été bien réceptionné en fait parce que je pense que il y a eu cette phase où on prenait la décision pour moi entre guillemets parce que bah voilà je savais pas ce que je voulais parce que j'étais une enfant ou quoi et là maintenant je suis passée à l'âge adulte donc au contraire tout le moment où j'ai été tiraillée c'était un peu le truc de bah c'est bon nous on t'a donné des conseils maintenant t'es adulte hein tu fais ce que tu veux c'est ta responsabilité non c'est pas comme ça que ça marche ça a été bien réceptionné. Ce qu'il y a et que j'ai essayé de sensibiliser, ben de pas projeter des peurs en fait sur moi parce que j'en suis déjà pétrie. Donc il y a pas besoin, il y a pas besoin de rajouter les et si ça marche pas, je me le pose déjà la question 15 fois par jour. Tout Ouais. va bien, ça a été réfléchi. Merci beaucoup pour ces partages. J'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Déjà, je suis vraiment fière de tout ce parcours, en fait, m'être, euh, de m'être prouvé, de me prouver encore que j'arrive à prendre cette décision qui fait hyper peur, j'ai réussi à prendre cette décision-là et il n'y a eu aucun moment depuis que j'ai quitté mon emploi salarié où j'ai regretté. Je suis hyper contente d'avoir, hyper fière d'avoir surmonté, surmonté cette peur de l'inconnu, sortir de ma zone de confort. Et après, si c'était un truc, c'est vraiment ouais, ce stage de pâtisserie que je viens de faire, c'est pareil, grosse fierté des réalisations que j'ai pu faire, et merci aux personnes, qui m'ont prise en stage, si elles m'écoutent, sur ce podcast. Très Franchement, fière de ce que j'ai pu accomplir pendant mon stage. c'est un très bel exemple que tu donnes à ta fille en tout cas.
Oui, c'est hyper important pour moi et c'est ce qui me motive aussi à avancer. C'est que bien sûr, je le fais pour moi, je le fais parce que c'est important et il y a un peu ce côté. De toute façon, j'ai presque pas eu le choix en fait de faire tout ça. C'était ouais, il y a eu un peu ce truc de d'obligation presque de faire tout ça. Mais oui, de lui montrer que ce qui est important, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est bien sûr l'argent, la sécurité, c'est important, mais il n'y a pas qu'une manière de vivre les choses. On peut faire des choix, on peut changer d'avis. Et ouais, je trouve que c'est hyper important de montrer ça à ma fille. Merci beaucoup pour ce beau témoignage et ces paroles qui, je pense, concernent tout le monde et pas seulement ta fille. Merci Merci beaucoup, à Julie. toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.